Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième, je pense, vidéo FAQ. Comme vous le savez, c'est la petite vidéo FAQ annuelle à l'approche de l'anniversaire de ma chaîne. Je réponds à vos questions que vous m'avez posées et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors nous avons donc l'inquisiteur Nerdar qui me demande plus de LP narratif en collaboration avec la guilde. Alors la réponse est évidemment oui et non, c'est-à-dire que, voilà, je sais que tu fais référence au let's play narratif commun qu'on a fait sur Stellaris, qui a été un gros succès, et une question qui est beaucoup revenue ces derniers temps, effectivement, c'est est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Alors la réponse c'est oui, mais je ne vais pas participer au prochain. Le truc, c'est qu'à la fin de Stellaris, on s'est dit, voilà, on va le refaire, mais sur quel jeu? Il y a plusieurs jeux qui ont été proposés, etc. Et donc, quand le jeu a été choisi suite à un vote, moi j'ai dit, écoutez, moi c'est un jeu qui ne m'intéresse pas, que j'ai pas envie de faire, donc je préfère ne pas me lancer dans ce projet-là avec vous. Du coup, c'est d'autres... il va y avoir un nouveau narratif commun qui va sortir, je sais pas trop quand, parce que du coup, je suis pas dans le projet. Je ne vais pas vous dire sur quel jeu parce que ça va rester secret jusque-là. Mais du coup, oui, il y aura d'autres narratifs communs et je ne vais pas participer au prochain, mais certainement que le suivant, là, je ferai un effort et j'irai jouer avec mes copains. Deuxième question, toujours de l'inquisiteur Nerdar, tu as essayé les GN, tu veux tester, t'en penses quoi? Alors oui, j'ai essayé les GN, j'ai fait mon premier GN à l'âge de 16 ans, c'était Cladbaran 4, c'était à Spa. Un GN qui se passait en Écosse au 5e siècle, il y avait une histoire de 300-350 joueurs, je pense, divisés par clan, enfin voilà, je m'étais beaucoup amusé. J'ai refait pas mal de GN dans les années qui ont suivi. Voilà, j'ai fait des GN un peu plus gros, un peu plus petits, j'ai très vite compris qu'en fait je préférais les GN avec 20, 30, 50 joueurs maximum, où on avait un peu l'occasion de parler et d'interagir avec tout le monde, où il y avait des petits groupes, et donc plus de surveillance aussi. Parce que dans les gros GN, c'est vrai que ça a tendance à beaucoup picoler et beaucoup fumer. Et je suis jamais à l'aise quand dans l'armée d'en face, il y a des mecs qui sont sous, qui vont pas compter leurs points de vie, qui sont chiants. Enfin voilà, je suis pas à l'aise avec tout ça. Pour moi, un GN, c'est pas l'endroit pour faire ça. C'est l'endroit pour vivre des aventures. Si tu veux te saouler, tu peux aller dans un bar. Et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé quand j'avais 16 ans, donc il y a 20 ans, j'ai remarqué qu'il y a eu quand même un gros changement de mentalité dans l'univers du GN, dans le milieu du GN. Et que là où quand j'avais 16 ans, effectivement, qu'il y avait quelqu'un qui était sous en GN, on le regardait un peu genre, ouais, lui, il déconne quand même, c'est pas l'endroit pour faire ça. Aujourd'hui, quand t'as un GN qui dit, ici on interdit l'alcool, les gens se révoltent. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là, entre autres choses, qui fait que petit à petit, je me suis détourné de ce milieu-là. Et que voilà, j'ai arrêté le GN. J'en ai refait il y a quelques années avec ma femme parce que voilà, c'était organisé par un pote à elle et ça s'est bien passé, donc je regrette pas de l'avoir fait. Mais de façon générale, le GN c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire. Je préfère 1000 fois être autour d'une table avec 5 personnes que je connais, des personnes dont je suis sûr, des personnes qui vont pas faire chier, que de me retrouver au milieu de 200 inconnus où il y en a qui vont avoir une mauvaise mentalité, il y en a qui vont être agressifs hors jeu. Donc voilà, le GN, oui, j'ai essayé, j'ai adoré, j'ai aimé de moins en moins, et j'aime toujours le GN, mais je n'aime pas la mentalité de beaucoup de gens qui en font. Et en fait, dans un GN avec 50 personnes, il suffit que tu aies 4 mecs avec une mauvaise mentalité et voilà, ton GN il est pourri. Donc quand tu dois payer 70 ou 100 euros ton week-end, si jamais il est pourri par 2 tocards, je préfère être chez moi autour d'une table à lancer les dés. Et troisième question, toujours de l'inquisiteur Nerdar, une dernière pour la route. Si tu pouvais te réincarner dans le monde de ton choix, fantasy, SF, tu serais de quelle race et de quelle classe? Perso, je jouerais comme mon premier perso de D&D un nain paladin. Franchement, je kifferais de me retrouver dans Mass Effect. Je kifferais de me réincarner dans Mass Effect. Et je crois que j'apprécierais assez être un être humain. Je surkifferais être un Krogan, mais je crois que je n'aimerais pas vivre la vie d'un Krogan. En revanche, l'humanité a quand même une histoire qui est relativement intéressante dans l'univers Mass Effect. On essaye petit à petit de se faire une place, etc. Il y a des actualités qui sont intéressantes. Ouais, je crois que j'aimerais assez être
un humain dans l'univers Mass Effect. Alors de quelle classe? Ça, j'en sais rien. Si je devais me réincarner dans l'univers Mass Effect, je serais probablement un pauvre manutentionnaire qui travaille sur un vaisseau, ou je sais pas. Mais je n'ai pas choisi une carrière militaire dans cette vie-ci, donc je crois pas que je choisirai une carrière militaire dans cette vie-là. Maintenant, si jamais vraiment je peux décider, moi, de quelle classe je serais, vraiment quel serait mon métier dans l'univers Mass Effect, bah, du coup, je choisirais d'être un auteur qui a réussi. Alors, 5e question et 6e question de la part de Tom Doin. Quel est ton personnage préféré dans Final Fantasy VII? On va commencer par celle-là. Alors, Final Fantasy VII, ça date d'il y a trop longtemps. Je crois pas que je saurais répondre à cette question. On parle d'un jeu de mon enfance et qui est mon personnage préféré? À l'époque, forcément, mon personnage préféré, c'était Cloud. Maintenant, si je refaisais le jeu aujourd'hui, est-ce que ce serait toujours Cloud? J'en sais rien. J'ai fait FF7 Remake, mais... voilà, donc non, mes souvenirs du vrai Final Fantasy VII sont trop éloignés pour que je puisse répondre à ta question, malheureusement. Quand j'étais gosse, mon perso préféré c'était Cloud, parce que c'était le chef, c'était le héros, mais je suis pas sûr que si je faisais le jeu aujourd'hui, mon perso préféré, ce serait pas Sid. Et penses-tu faire des tutos après tes séries narratives pour aider, rentabiliser ou même faire des critiques de jeu? Alors déjà, rentabiliser, non, jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai commencé à faire des lives, je n'en fais plus depuis un moment, mais quand j'ai commencé à faire des lives, d'un coup, quand tu commences à pouvoir faire du contenu qui est rapide, qui est facile, tu commences à penser rentabiliser. Et ça te bouffe, littéralement. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, YouTube, j'en ai plein le cul. Parce que tout ce que je faisais, je me demandais comment je vais faire pour le rentabiliser sur YouTube. Je regardais un film, et au lieu de regarder le film, je réfléchissais, est-ce que je pourrais pas faire une vidéo où j'analyse ce film? Je jouais à un jeu, au lieu de jouer à un jeu pour moi et de passer du bon temps dessus, ben, je faisais en live. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais beaucoup plus aimé Tears of the Kingdom et que j'aurais fini le jeu si je l'avais pas fait en live. Parce que tu profites pas réellement du jeu quand tu dois en même temps animer la partie. C'est pour ça que les jeux que j'ai fait ensuite pour moi, je les ai pas fait en live. Et j'ai fait en live des jeux qui étaient pas importants pour moi. Donc voilà, non, quand tu commences à penser, il faut que je rentabilise le temps qui normalement n'est pas pour YouTube, tu commences à bouffer sur ton plaisir de simplement jouer à des jeux, de simplement regarder des films, de simplement lire des livres. Et ça, j'ai pas envie de rentrer, j'ai pas envie de tomber là-dedans. J'en ai pas été loin, je m'en suis rendu compte suffisamment tôt pour pas tomber dedans, et j'ai pas envie de tomber dedans. Donc déjà, le côté rentabilisé, non. Les tutos, je ne compte pas en faire parce que pour faire un tuto, j'estime qu'il faut maîtriser le jeu. Et moi, je suis pas un joueur assez tryharder pour dire qu'il y a un seul jeu que je maîtrise. Déjà, c'est très rare que je fasse un jeu plusieurs fois. Et j'aime bien découvrir le jeu, j'aime bien de me planter, j'aime bien de faire des erreurs. Donc, je ne me vois pas recommencer un jeu jusqu'à ne plus faire d'erreurs et le maîtriser suffisamment pour faire des tutos. Donc, si vous voulez des tutos, malheureusement, il y a peu de chances qu'il y en ait sur ma chaîne. Ou alors des tutos, mais pas sur les jeux vidéo, mais sur des sujets que vraiment je connais bien, du genre le tuto que j'ai fait sur l'écriture, ou le tuto que j'ai fait sur comment moi je fais mes let's play narratifs, même si cette vidéo n'est plus du tout à jour et qu'il faudrait que je la refasse un jour. Le tuto sur comment ouvrir un cadenas avec un aimant, ça évidemment ça compte pas. Et pour ce qui est des critiques des jeux, ben, tu as déjà la réponse, étant donné qu'au moment où sortira cette vidéo, normalement, j'aurais déjà commencé le narratif... Non, je n'aurais pas commencé le narratif sur Ixion, mais toujours est-il que le test sur Ixion sera sorti, donc tu as la réponse. Oui, quand j'aurai fait un jeu dans le but de faire un narratif, je vais faire une critique du jeu à côté, mais c'est pas une question de rentabiliser, c'est juste... En fait, les critiques que je vais faire sur ma chaîne, je n'ai pas pour idée que ma chaîne, je n'ai vraiment pas pour ambition de devenir une chaîne de critique, une chaîne d'analyse, une chaîne sur l'actu du jeu vidéo. Les critiques que je fais, c'est juste pour dire, bah tiens, regardez, j'ai joué à ce jeu-là, voilà ce que j'en pense, si ça peut vous intéresser, le jeu il est bien, c'est tout. Que ce soit des jeux que je fais pour la chaîne, comme Ixion que j'ai fait pour un narratif, ou des jeux que je fais pour moi, comme le test que j'ai fait sur Avowed ou sur Atomfall.
Et c'est pour ça aussi que vous pouvez avoir des tests sur des jeux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, parce que c'est des jeux dont j'attendais la sortie. Quand il est sorti, quand il est sorti, je l'ai fait, et donc je vous dis ce que j'en pense. Et ça peut aussi être des jeux qui sont sortis il y a un bout de temps. Parce que c'est des jeux que j'ai pas eu le temps de faire, que j'avais autre chose à faire, que je ne connaissais pas, tout simplement. Et donc que je fais, et après l'avoir fini, je dis, bah tiens, ce jeu-là qui est sorti il y a 10 ans, je viens de le faire, voilà ce que j'en pense. C'est ça l'idée. Alors, question suivante par Yuri Frost FR. Quel est ton jeu de rêve, que ce soit un mix de jeux existants ou un tout nouveau genre? Alors moi, ce que je kifferais, ce serait un jeu genre Mass Effect Total War. Un jeu vraiment en 4X où on a les différentes espèces, les Butariens, les Krogan, les Asari, tout ça, les humains. On choisit l'espèce qu'on va incarner et ensuite, ben, voilà, il faut jouer sur les jeux d'alliance avec la politique de Mass Effect, où il peut y avoir des guerres, où il peut y avoir, voilà, tout ce genre de trucs. Mais je pense pas à un mode de Stellaris. Je voudrais vraiment un jeu qui soit centré, réfléchi pour coller à Mass Effect. Parce que je suis sûr qu'il existe un mode pour Stellaris, par exemple, pour pouvoir avoir Stellaris de l'univers de Mass Effect, mais, je veux dire, si à un moment donné, t'as les Asari qui rentrent en guerre avec les Turiens, je vais me dire, what the fuck. Non, franchement, ce serait ça mon jeu de rêve. Total War Mass Effect. Mais je crois pas que ça arrivera un jour. Sinon, je rêverais d'une suite à Brutal Legend. Brutal Legend 2. Brutal Legend qui était centré sur les légendes du début du heavy metal et du hard rock. Mais je pense vraiment qu'il pourrait faire un jeu qui serait exceptionnel en étant dans le même délire, mais qui reprendrait des stars du métal, mais actuelles du coup. Imaginez, on pourrait s'allier à Johan Egg, le chanteur d'Amon Amarth, qui serait le chef, un chef de guerrier viking, et il faudrait aller affronter Christopher Bowes, qui serait le capitaine d'un bateau de pirates où tout le monde est bourré tout le temps et que c'est des tocards. Et j'ai même réfléchi il pourrait y avoir des mini-jeux, genre on pourrait jouer au jeu du pendu avec Chester Bennington de Linkin Park, vous voyez, ce serait génial. Alors, question suivante du coup par Darkflow. Bonjour Quentin, salut Darkflow. Tout d'abord, un très bon anniversaire à ta chaîne, merci beaucoup. Question, si tu avais la possibilité de faire un remake moderne d'un ancien jeu de ton enfance ou de ton adolescence, lequel choisirais-tu? Toujours un plaisir de te suivre. Ça, franchement, j'ai pas réfléchi beaucoup à ta question, parce que je rêve depuis très longtemps d'un remake d'un des jeux de mon enfance qui s'appelle Rock'n'Roll Racing. The stage is set, the green flag drop. Shred jams into first. Viper. Qui était, je suis pas très jeu de course et jeu de voiture, mais ça c'était un jeu de course dans un univers complètement destroy. Et toutes les musiques, c'était des classiques du hard rock. Du coup, t'étais dans ta voiture en train de tirer au canon laser et aux missiles sur les autres concurrents dans des univers complètement destroy. Et la musique, t'avais Paranoid de Black Sabbath, Highway Star de Deep Purple, Born to Be Wild de Steppenwolf, enfin voilà. Donc vraiment, un jeu de course dans le même esprit. Mais forcément, au lieu d'avoir une vue de merde comme dans le jeu original, avoir une vue de derrière la voiture, avec autant d'action, des voitures qui se tirent dessus, le présentateur qui dit que le carnage commence, et tout ça, franchement, ce serait un jeu démentiel. Et avec des musiques du classique de hard rock. Sauf que dans le jeu sur Super NES, évidemment, c'était des versions 16 bits, mais avoir vraiment la vraie BO, ce serait top. Et le pire, c'est que la boîte qui a fait le jeu existe toujours, donc il y a toujours quelqu'un quelque part qui a les droits, c'est pas perdu dans les méandres du truc, vu que c'était un jeu Blizzard. Sauf qu'à l'époque, Blizzard s'appelait pas Blizzard, mais c'est eux qui ont fait le truc. Et il y a un moment, allez, je crois que j'avais entendu parler de ça. Putain, oui, ça doit faire plus de 10 ans, il y a des gens qui ont voulu faire un remake du jeu, mais le jeu ils n'ont pas eu les droits, donc on leur a fait effacer le truc. Le jeu était sur Steam, le remake était sur Steam, ils ont changé le nom. Mais même comme ça, on leur a fait bouger le jeu de Steam. Et là maintenant, quand j'ai cherché, le seul moyen que j'ai trouvé pour se procurer ce remake amateur de Rock'n'Roll Racing, c'était en passant par un site internet un peu obscur où il fallait payer par des codes que tu recevais par SMS. Enfin voilà, et je me suis dit ouais non, ça je vais pas essayer d'acheter ce truc, tant pis. Mais ouais, ça ce serait le rêve. Ça c'est un jeu de bagnole auquel je jouerais.
Surtout que j'ai refait Rock'n'Roll Racing il y a quelques années, et le jeu est toujours fun. Mais il a vieilli, mais le jeu est toujours fun. Et d'ailleurs, je sais pas en quelle année il est sorti, mais à l'époque, donc sur Super Nintendo, c'est le premier jeu de voiture que j'ai vu où, en fonction de ton classement dans les courses, tu gagnais plus ou moins d'argent et qu'avec cet argent, tu pouvais améliorer les pièces de ta voiture pour la rendre plus performante, etc. C'était hyper génial à l'époque. Bon, aujourd'hui, ça c'est un détail, tous les jeux de voiture le font, je crois, mais à l'époque, c'était ouf. Sinon, un autre jeu dont je voudrais un remake, mais là c'est moins le remake d'un jeu qui a bercé, enfin deux jeux en fait, c'est moins le remake de deux jeux qui ont bercé mon enfance, que c'est moins une question d'affect et de putain j'aimerais bien pouvoir jouer à ce jeu là, mais c'est plus une question pratique. Je kifferais avoir un remake de Shenmue, parce que il était sorti sur Dreamcast, et que à l'époque où j'avais la Dreamcast, c'est à peine si je parlais anglais. Et mon frère aussi, donc on jouait au jeu, on comprenait pas tous les dialogues, donc à un moment donné on s'est retrouvé coincé, on savait plus avancer de l'histoire et on a lâché l'affaire, alors que franchement c'est un jeu que j'aurais bien voulu pouvoir faire, sauf qu'aujourd'hui Shenmue il est plus jouable, hein, graphiquement il est dégueulasse, les mécaniques sont hyper lourdes, le jeu est hyper lent, même durant les combats, donc voilà, c'est un jeu que j'ai pas envie de faire, mais j'adorerais l'idée qu'il fasse un remake pour pouvoir enfin le faire et avoir la suite de l'histoire. Ça et Omicron The Nomad Soul, parce que Omicron The Nomad Soul, de nouveau, je l'ai eu sur Dreamcast, et j'étais à fond dans l'histoire, mais ma Dreamcast a lâché, elle a rendu l'âme, elle est morte, elle s'est suicidée avant que je puisse faire le jeu, avant que je puisse finir le jeu. Et ce jeu était vraiment génial. Je sais qu'il existe sur PC, mais un peu pareil que Shenmue, le jeu aujourd'hui est hyper vide. Mais à l'époque, il avait une ambiance de ouf. C'était peut-être bien mon tout premier et vrai open world. Enfin, vrai open world, non, parce que la ville se divise se débloque petit à petit. Oui, Shenmue 1 et 2 ont été remastered en 2018, ma femme me fait remarquer par message, mais c'est pas des remasters qui m'intéressent parce que ils ont été un peu lissés, mais ils ont toujours le même gameplay hyper lourd, voilà, ça ne fonctionne pas du coup. Et j'étais au courant, je me suis intéressé quand c'est sorti évidemment. Et donc voilà, Omicron The Nomad Soul, c'était un petit chef-d'œuvre, le scénario était hyper intéressant. Le gameplay sur base d'enquête, d'énigmes à résoudre, avec des passages tir en FPS et des passages en mode jeu de combat, et non, le jeu était hyper bien. Et je n'ai jamais pu le finir. Et quand j'ai essayé de le faire sur PC, bah, le jeu n'est plus dans les standards de ce que j'attends aujourd'hui, et je n'ai pas réussi à aller beaucoup plus loin que là où j'étais arrivé à l'époque. 8e question de la part de Kevin Cherel. Salut Quentin, bonne annif à la chaîne, merci beaucoup. Et je me disais, que dirais-tu de tester un let's play narratif sur Cyberpunk 2077? Alors Cyberpunk 2077, non, jamais. Et comme tous les RPG, les jeux hyper scénarisés de façon générale, c'est pas des jeux que moi j'ai envie de faire en let's play narratif. Pour moi, l'intérêt d'un let's play narratif, c'est de raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé, de ma partie. Un jeu qui est déjà très narratif comme Cyberpunk 2077, je vais raconter l'histoire du jeu, en fait. Je vais pas raconter l'histoire que moi j'ai vécue en tant que joueur. Parce que les dialogues, parce que le scénario prennent beaucoup plus de place que les choix, que le gameplay. C'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire des let's play narratifs sur des jeux de gestion ou des 4X ou même des sandbox que sur des jeux vraiment très scénarisés. Après, il y en a qui le font et qui le font même très bien. Je pense à Joe avec Baldur's Gate 3 qui est aussi un jeu qui est hyper scénarisé et il a fait un très bon narratif dessus. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et aussi, que dirais-tu d'un let's play narratif sur Blackthorn Arena où tu gères un loup douce? Ça devrait pouvoir te plaire, ou au moins essaye-le à l'occasion. Et bah du coup c'est fait. J'ai commencé à jouer au jeu d'abord pour essayer de comprendre un peu comment il fonctionne parce qu'il est un peu compliqué. Mais là oui, j'ai commencé à y jouer vraiment dans le but d'en faire un let's play narratif. J'ai d'ailleurs les rushs pour 3 épisodes. Donc voilà, après Ixion, c'est certainement Blackthorn Arena qui va sortir. Et dernière question, la vente de tes livres se passe bien? Bah en fait, pas tellement. Cette année, on a fait deux conventions. Une qui a floppé le premier jour. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de ventes le premier jour. Deuxième jour, on a eu plus d'affluence et ça a permis de rembourser le prix du stand et de faire un tout petit bénéfice, mais pas de pouvoir dire ça va être bien.
Et on a fait une autre convention qui était vraiment centrée manga. Et ben voilà, c'est pas la première fois que je vais dans une convention vraiment centrée manga. Et c'est des conventions où je vends vraiment très mal. Parce que les gens viennent pour acheter du manga. Et quand je leur dis ça c'est celtique et ça c'est post-apocalyptique, genre Mad Max, etc. Ben, les gens n'y voient aucune allusion à la culture japonaise alors que c'est ça qu'ils veulent. Et donc je fais très peu de ventes dans les conventions manga malheureusement. Donc c'est des conventions que je ferai pas. Ici fin juin on va faire Dragonia. Et là je croise les doigts que ça se passe un peu mieux. Mais je pense que ça peut vraiment bien se passer. Mais sinon non, habituellement la vente de mes livres se passe relativement bien. Et cette année pour le moment pas tellement. Et ça n'a pas impacté tes ventes de les mettre en audio ici. En fait pas du tout. Au départ, quand j'ai commencé à faire les livres audio, quand quelqu'un voulait acheter un livre qui était en audio, je disais, si vous voulez, il est aussi en audio sur ma chaîne YouTube. Mais les gens disaient, ben non, moi ce que je veux, c'est lire un livre. En fait, c'est pas le même public. Les gens qui écoutent les audiobooks, c'est des gens qui de toute façon n'auraient pas acheté le livre. Parce que les gens qui ont envie d'acheter le livre, c'est des gens qui ont envie de le lire. Donc c'est pas des gens qui vont aller écouter l'audiobook. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est même arrivé, je vais pas dire que c'est un cas, que c'est commun, c'est quelque chose qui est arrivé 3 fois depuis que j'ai commencé les audiobooks. C'est avoir quelqu'un qui me dise, j'ai écouté l'audiobook, j'ai trouvé ça génial, donc maintenant j'aurais bien acheté le livre pour pouvoir l'avoir et soutenir le projet. Donc non, ça n'a pas impacté la vente des livres, le fait d'en faire des audiobooks. En revanche, les 50 personnes qui sont en train de suivre Vol de Feu, c'est 50 personnes qui n'auraient pas acheté le livre et qui n'auraient pas eu accès à mes histoires. Donc finalement, en faisant les audiobooks, j'arrive à atteindre un autre public et finalement à faire découvrir mes histoires à plus de gens. Donc non, j'ai aucun regret de sortir mes livres en audiobook et je vais continuer de le faire du coup. Alors question suivante de la part de Chevalier Teutonique, joyeux anniversaire à ta chaîne, merci beaucoup. Quels sont tes objectifs concernant le futur de ta chaîne et prépares-tu de nouveaux projets avec la guilde des narrateurs? Mais je pense avoir du coup déjà répondu à ces questions-là. C'est-à-dire que les objectifs concernant le futur de ma chaîne, c'est... ici, normalement, quand sortira cette FAQ, je viendrai de finir Shelter 2. Ensuite, je commence Fiction. Ensuite, Black Thorn. Si jamais à un moment donné, je le ressens, reprendre les lives. Sinon, faire des tests de jeux vidéo quand je finis un jeu, que ce soit pour moi ou pour la chaîne. Et concernant les futurs projets de la guilde des narrateurs, après le narratif commun qu'ils sont en train de faire sans moi, il y en aura certainement un autre qui va s'organiser et à ce moment-là, j'y participerai certainement. Question suivante, 10e question, vous avez été prolifique. Qui a eu l'idée de fonder la guilde des narrateurs et pourquoi? De Pascal Tremblay. Déjà, merci pour tes tips, Pascal. Alors, la guilde des narrateurs, en fait... Techniquement, c'est moi qui en ai eu l'idée, même si c'est pas moi qui ai trouvé le nom. Je ne sais plus qui a trouvé le nom, la guilde des narrateurs, mais je me souviens que c'était pas moi. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que, en faisant des narratifs, je me suis retrouvé à avoir des commentaires de Joe, de Likata, de Berry Nuts, enfin d'autres personnes qui faisaient du narratif, qui sont arrivés sur mon Discord et on a commencé à discuter, etc. Oui, et voilà, ça a été très vite. Oui, moi je fais du narratif aussi, blabla, on a fait un peu connaissance et on s'est rendu compte que en fait, finalement, on avait tous les mêmes abonnés. On avait tous les mêmes personnes qui nous mettaient des commentaires et il y avait déjà une communauté du narratif qui était en train de s'établir quelque part. Et donc, il y a un moment donné où je me suis dit, puisque de toute façon, les gens qui me regardent sont les mêmes personnes qui regardent Joe, sont les mêmes personnes qui regardent Likata, sont les mêmes personnes qui regardent Berry Nuts, pourquoi on ferait pas un collectif où on s'entraide et où on officialise, en fait, quelque sorte, l'existence de cette communauté autour du narratif. Alors j'ai demandé à plusieurs youtubeurs qui faisaient du let's play narratif et avec qui j'avais déjà un peu sympathisé et j'ai eu des refus. Et puis il y a Joe et Likata qui ont été les seuls à accepter et donc voilà, on s'est dit ok, on va lancer le truc. On a fait plusieurs réunions tous les trois pour se demander comment on organise, qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, quelles sont les règles. Et de toute façon, quand moi je suis allé les trouver, enfin je dis j'ai eu l'idée de lancer la guilde des narrateurs, quand moi je suis allé les trouver, ils m'ont tous les deux dit ouais, j'étais déjà en train de réfléchir un peu à un projet du genre où on pourrait faire un genre de groupe d'entraide, donc finalement on a tous les trois eu l'idée, c'est juste que c'est moi qui ai pris l'initiative, mais ça se trouve si je l'avais pas prise 2 semaines après, j'aurais eu un mail de Joe pour dire ouais, est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble ou quoi, donc voilà. Et dernière question de Anna Nonjonvik qui me demande quel est ton univers de fiction préféré?
Je vais un peu tricher, mais j'ai envie de dire le mien. Les Terres de l'Arc, qui est mon univers SF, mais c'est un peu de la triche parce que je les ai fait sur mesure pour qu'ils me plaisent. Donc finalement, finalement, je considère qu'ils sont hors compétition en fait. Mais du coup, si je devais répondre quel est ton univers de fiction préféré, mais j'en reviens encore à Mass Effect, hein, parce que c'est un univers qui est complet, qui est riche, qui est vaste. On sent qu'il y a un lore derrière qui est gigantesque, et en même temps, j'adore ces idées d'anciennes civilisations qu'il faut découvrir petit à petit, même si lors de Mass Effect 3, on a quand même la réponse un peu à toutes les questions et tout ça. Mais avant ça, les Protéas, ça reste mystérieux. Et même dans Andromeda, tout le monde crache sur Andromeda. Moi, j'ai bien aimé le jeu. Il n'est pas exceptionnel, mais il était sympa. Mais il y a toujours le côté... comment il s'appelait, les reliquats. Je crois que c'était les reliquats. Enfin voilà, il y a toujours une ancienne civilisation qui a peuplé la galaxie, qui est mystérieuse et tout ça. C'est un truc que j'adore. Et d'ailleurs, ça se retrouve aussi dans mon univers science-fiction finalement. Ceux qui ont lu ou écouté Une bonne raison de se battre savent qu'il est question de ce fameux dernier temple que les astristes recherchent et qui a une histoire un peu plus compliquée que ce qui est simplement écrit dans le livre d'ailleurs. Ceux qui suivent Vol de Feu savent que effectivement, visiblement, des millénaires avant l'apparition de l'humanité, même des Darniens et des autres peuples de la galaxie, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. Moi je le sais, vous pas. Vous êtes des ignorants, alors comment j'ai le savoir? Enfin bref, voilà, j'adore ces idées d'anciennes civilisations très évoluées, disparues. C'est ce truc qu'on retrouve aussi dans Stellaris. C'est quelque chose que j'ai adoré dans ma première partie de Stellaris. C'était, putain, il y a un empire déchu qui a peuplé la galaxie et qui s'est replié sur lui-même et qui, putain, on trouve des traces d'anciennes civilisations. Je me souviens d'un événement où j'avais eu un vaisseau qui avait reçu un impact. Un impact de quoi? D'un projectile qui visiblement a été tiré d'une autre galaxie. Donc dans une autre galaxie quelque part, il y a une bataille, il y a une balle perdue qui est tombée sur mon vaisseau. J'aime bien les univers avec du rêve et du mystère, mais en même temps très scientifique, vous voyez, genre... On a découvert les voyages spatiaux, on a découvert, voilà, la science est au top à des points que jamais on saurait atteindre, on s'est à peine imaginé qu'on saurait faire ça. La science dépasse, on a trouvé des moyens de dépasser les lois de la physique et de plier l'univers et tout ça. Mais il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et il y a des gens qui ont disparu et à qui ça n'échappe pas. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver. Et je trouve que c'est dans Mass Effect que c'est le mieux représenté. Et donc, mon univers de fiction préféré, c'est Mass Effect, parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ. La semaine prochaine, du coup, si j'ai le temps de le faire, vous aurez la vidéo rétrospective sur cette 5e année déjà de ma chaîne YouTube. Joyeux anniversaire à moi. Et je vous dis donc à très bientôt, le vaisseau de Kuntai peut repartir vers de nouvelles aventures narratives. Salut!